Production. Voilà, ça y est, je suis enregistré. Je ne peux plus dire de bêtises. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Lucas Peyrotte. Je suis chargé de mission énergie renouvelable au Parc naturel régional des Grands Cosses. Et donc, ma mission, c'est de conseiller tous les acteurs du territoire sur la transition énergétique en général pour réduire les consommations d'énergie, mais en particulier augmenter la production d'énergie renouvelable. Donc, comme le disait Elodie, on a fait mardi une présentation du même type sur le solaire photovoltaïque, où on présentait donc pourquoi le faire, comment le faire et les aides financières qu'il y avait. Aujourd'hui, pour aborder une autre énergie renouvelable, on va parler du solaire thermique. C'est très important de comprendre la différence entre les deux parce que c'est souvent confondu. Juste pour un petit rappel, le solaire photovoltaïque sert à produire de l'électricité, là où le solaire thermique, lui, sert à chauffer de l'eau, donc pour différents usages. Donc, c'est souvent confondu parce qu'ils ont ils sont très ressemblants physiquement, mais dans la réalité, ce n'est pas du tout les mêmes usages. Donc voilà, donc on va parler solaire thermique, pourquoi faire du solaire thermique, les intérêts qu'il y a, comment faire du solaire thermique et les aides financières qu'il y a pour vous accompagner. À tout moment, vous pouvez m'arrêter si jamais, mais on fera un temps d'échange, enfin un temps de questions intermédiaires quand même. Donc, n'hésitez pas à les poser par écrit si vous ne voulez pas les oublier ou quoi. Donc, pourquoi faire du solaire thermique? Les intérêts qu'il y a pour une entreprise et on va parler rapidement du fonctionnement. Donc, pour une entreprise, l'intérêt, c'est quand même d'avoir une production locale d'énergie d'origine renouvelable. Le solaire, c'est une énergie renouvelable et inépuisable. Ça va permettre à une entreprise de réduire sa dépendance énergétique. On le voit avec le contexte actuel, les entreprises ont une inflation de leur prix de l'énergie et des factures qui augmentent année après année, avec récemment des grosses augmentations, entre 20 et parfois 50%, même certains qui ont doublé. Donc, aujourd'hui, les entreprises sont dépendantes et le budget de fonctionnement d'une entreprise est réellement impacté par sa consommation d'énergie. Des solutions telles que le solaire thermique peuvent permettre de réduire cette dépendance. Vous allez aussi réduire votre consommation d'énergie. C'est un peu le même principe. Là, je fais référence au décret tertiaire. Le décret tertiaire, c'est un décret qui est paru fin d'année. Ça fait un petit moment qu'ils en parlent. Ça va devenir obligatoire de déclarer ses consommations à partir de septembre 2022. Là. Et donc, le décret tertiaire fixe des objectifs pour tout bâtiment de plus de 1000 m² de plancher, tout bâtiment tertiaire, avec à 2030 un objectif de 40% d'économie d'énergie, à 2040 50% et à 2050 60% d'économie d'énergie par rapport à une année de référence. Donc, c'est des choses c'est des obligations qui vont venir et clairement, le solaire thermique peut permettre de répondre à ces obligations. Ça va permettre aussi de reconnecter la consommation et la production. On va avoir une connaissance plus fine et surtout adapter sa consommation à la production d'énergie, se dire aujourd'hui, j'ai du soleil, j'ai mes panneaux solaires thermiques qui vont produire de l'eau chaude. Voilà, j'ai tout intérêt à associer ma consommation à cette production. Et enfin, les deux plus importants pour une entreprise, ça va lui permettre de communiquer sur sa démarche de transition énergétique. Ça entre dans les démarches RSE, responsabilité sociétale des entreprises, qui sont de plus en plus présentes au sein des groupes. Et quand même, ça reste l'argument principal. Le but, c'est de faire un peu d'argent quand même, si possible. Et là, en l'occurrence, c'est pas des gains financiers, pas des recettes, mais c'est des économies sur votre facture que vous pourriez envisager. Alors, bien sûr, il y a quelques inconvénients. Un élément qui n'est pas toujours facile à avoir, c'est sa consommation d'eau chaude. C'est difficile de la connaître. Sans comptage, s'il n'y a pas de comptage en place, on est obligé de l'estimer et ce n'est pas toujours facile. Donc, ça, c'est un des enjeux quand même. Il y a le fait de porter un investissement qui est plus ou moins important. Si on le compare à d'autres énergies telles que le gaz ou le fioul, le solaire thermique, c'est très cher. Par contre, on verra que c'est bien subventionné et derrière, pendant la durée de vie de l'installation, c'est une énergie qui ne coûte rien, quoi. Tout est à l'investissement et donc ça offre une stabilité énorme du prix de l'énergie, ce qui aujourd'hui est quand même assez confortable pour une entreprise. Et enfin, un des freins quand même, c'est que c'est des installations très techniques. Ce n'est pas à la portée de tout le monde de dimensionner une installation solaire thermique. Il y a besoin de s'entourer de compétences et on verra comment s'entourer de compétences.
Donc, le solaire thermique, qu'est-ce que c'est? En fait, on va utiliser le rayonnement solaire pour produire de la chaleur renouvelable. Cette chaleur renouvelable, on va ensuite l'utiliser pour l'eau chaude sanitaire, le chauffage ou bien un process industriel. Ça pourrait être l'un, les deux ou les trois procédés, hein. Enfin les trois usages, pardon. Et on va pouvoir l'utiliser dans différents secteurs. Ça va être le secteur du bâtiment. Là, ça peut aller de la maison individuelle au bâtiment individuel ou, je ne sais pas moi, les bâtiments qui sont propres aux soins. On a les campings, bien sûr les industriels. Et ça peut aussi s'appliquer pour les réseaux de chaleur où il peut y avoir des compatibilités entre tous. On va parler donc, bien sûr, ce rayonnement solaire, donc il va devoir être capté. Et pour cela, il y a différents types de capteurs. Il y en a trois familles de capteurs et les usages sont différents pour chacun. Le premier, ce n'est pas le plus répandu, mais c'est en fait le plus simple. C'est les capteurs non vitrés. Donc, ils sont directement avec des tubes. C'est les moins chers, les plus simples. Il y a de l'eau chaude qui transite dedans. On les appelle souvent les moquettes solaires aussi. Ça permet de produire de l'eau chaude jusqu'à 30 degrés. Et l'usage est quand même principalement dédié au chauffage de piscine. Parce que c'est quand même des installations qui sont avec de faibles rendements, c'est les moins chers. Ça permet simplement de préchauffer de l'ECS ou voilà, chauffer sa piscine. On ne peut pas, chez nous, l'utiliser pour de l'eau chaude sanitaire complètement. Donc, c'est une solution qu'il faut connaître, mais ce n'est pas celle qui vous concernera le plus. En l'occurrence, celle qui vous concernera le plus, c'est celle-ci, c'est celle avec capteur plein vitré. Alors, on voit sur la photo, ceci explique la confusion avec les panneaux solaires photovoltaïques, puisqu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, et pourtant, ce n'est pas les mêmes. Ils n'ont pas du tout la même fonction. Et donc, ces capteurs plein vitré, donc, comme on dit, c'est dans un boîtier, un peu comme un panneau solaire photovoltaïque. Et à l'intérieur, on a une plaque absorbante qui va attirer les rayons du soleil et des tubes qui vont faire circuler le fluide ou bien l'eau chaude directement. Et en fait, c'est par effet de serre qu'on arrive à avoir un rendement bien plus élevé, puisqu'entre la plaque de verre et la plaque absorbante, on a bien sûr les rayons du soleil qui sont en quelque sorte emprisonnés. Donc cet effet de serre apporte un bien meilleur rendement et des bien meilleures performances aux tubes solaires thermiques. Et donc ça, c'est adapté aux chauffe-eau solaires individuels et collectifs, mais aussi au système combiné chauffage et eau chaude sanitaire. C'est le plus répandu, clairement. Et on va pouvoir produire de l'eau chaude entre 50 et 90 degrés. Et enfin, il y a un dernier type de capteurs. Ceux-là sont moins répandus. Ils sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus coûteux et plus fragiles aussi. Par contre, ils sont bien plus performants. Là, c'est un peu le même principe, sauf qu'au lieu de faire simplement la plaque de verre, on va mettre des tubes sous vide. Et ce vide va créer une isolation et donc réduire énormément les pertes du système. Et donc améliorer le rendement. Ça va être surtout pour des applications à haute température ou parfois des applications industrielles aussi ou pour des réseaux de chaleur. Clairement, celui qu'il faut garder en tête, ça reste celui-là, puisque c'est celui qui va nous concerner en majorité. Donc, comment faire du solaire thermique? Ça va passer par un dimensionnement d'une installation. Il y a quelques enjeux, quand même, des facteurs qui permettent de dimensionner une installation solaire thermique. Ça va être la surface que vous avez de disponible. Elle pourrait être à la fois en toiture ou bien au sol. On peut le mettre en toiture un peu en surimposition comme les panneaux photovoltaïques, ou bien on peut le mettre sur châssis, sur une toiture terrasse ou sur un terrain. Alors, il faudra faire attention bien sûr à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle et pas d'ombrage, puisqu'on le verra, le rendement d'un panneau solaire thermique est essentiellement lié à un bon ensoleillement. Et l'élément principal qui va dimensionner une installation solaire thermique, ça va être le besoin en eau chaude, que ce soit en termes de volume ou en termes de température. Donc, comme je disais, le besoin, il va falloir soit le connaître, soit le définir, parce que c'est la clé de voûte d'un projet. Donc, soit vous avez un relevé, c'est-à-dire qu'il y a un comptage qui est en place, un comptage de votre consommation d'eau chaude, que ce soit eau chaude sanitaire ou de chauffage. Et là, vous allez fournir un relevé de ces besoins au bureau d'études qui vous aidera, qui vous accompagnera, ou à l'entreprise qui vous fera l'installation.
On n'a pas toujours, bien sûr, ce relevé. C'est même rare qu'on l'ait. Donc, dans ce cas, ce qui peut être fait, c'est de mettre en place une campagne de mesure. Et donc, on met des compteurs en place sur une durée de minimum 90 jours pour avoir une idée de la consommation d'eau chaude. Quand on veut simplement passer par une préétude, et notamment l'étude d'opportunité, ce qui peut être fait, c'est dans certains cas faire des estimations où on a des ratios connus par type de bâtiment, par nombre de personnes, par profil. On a des ratios qui nous permettent d'estimer le besoin journalier, puisque c'est ce besoin journalier qui va tout nous dimensionner. Donc, en fonction du type de bâtiment et donc de l'usage, et en fonction des besoins en chaleur, c'est-à-dire la quantité de besoin, la température, est-ce qu'on veut chauffer de l'eau pour l'eau chaude sanitaire ou est-ce qu'on veut faire du chauffage ou les deux, on va avoir différentes solutions. Il va y avoir le chauffe-eau solaire individuel, souvent c'est appelé SAISI. Donc là, c'est sur les bâtiments d'habitation ou quoi, ça peut avoir un usage. Il y a le chauffe-eau solaire collectif, où là, on a une installation un peu plus complexe. Et enfin, le système solaire combiné, où là, il va nous servir à faire à la fois de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Donc, le but, ce n'est pas que je vous présente toutes ces solutions en détail et que vous soyez des experts. Je vais vous présenter quelques exemples de schémas d'installation pour que vous compreniez les composants de chacun et comment fonctionne chacun. Mais derrière, de toute manière, comme j'ai dit, il faut s'entourer de compétences et donc vous aurez des études qui seront assez détaillées pour comprendre chacun des systèmes. Donc, schéma classique, il y en a plein des schémas, donc je vous présente quelques exemples. Un schéma classique d'un chauffe-eau solaire individuel, on met les capteurs, on a un ballon de stockage dans lequel on a un échangeur qui va venir chauffer l'eau, un échangeur solaire toujours en bas et un échangeur qui proviendra d'une chaudière en appoint. Là, on est sur un appoint qui est intégré, donc dans le même ballon. Et cette chaudière, ça pourrait être une chaudière bois, une chaudière fuel, même si, bon, si vous pouvez vous libérer du fuel, c'est le mieux quand même, ou une chaudière gaz. Ça, c'est dans le cas donc, où on a une chaudière résistance. Ça peut être aussi avec un système d'appoint intégré électrique. Donc là, c'est une simple résistance qui est dans le ballon. Résistance qui est dans le ballon. Ça, c'est pour des installations qui sont soit sur bâtiment neuf, soit quand on change tout le système de chauffage, mais on peut aussi venir sur une installation qui est déjà en place et fonctionnelle, où là, par exemple, on vient rajouter un ballon de stockage solaire pour l'eau chaude solaire uniquement, qui viendra alimenter le ballon de stockage existant. Et toujours pareil avec la chaudière en appoint. Et ça peut être le même principe avec un cumulus électrique qui est déjà en place. Donc, on peut venir s'adapter avec une solution solaire thermique à un système de chauffage d'eau chaude déjà en place. Ensuite, il y a le chauffe-eau solaire collectif. Donc, toujours pareil avec appoint. De toute manière, il y a systématiquement un appoint. En fait, là, il y a un élément qui entre en compte, c'est un échangeur. On va venir mettre un échangeur. C'est le petit rectangle avec deux triangles de deux couleurs qu'on voit sur le schéma. Le principe, donc, c'est que le fluide, que ce soit de l'eau ou un fluide caloporteur qui transite dans les panneaux solaires thermiques, dans les capteurs, il va venir dans un échangeur et donc transmettre sa chaleur au réseau hydraulique du bâtiment. Donc, c'est un peu plus complexe comme installation puisqu'il va y avoir un besoin de dimensionner cet échangeur. Bien sûr, c'est un exemple d'installation. Il y en a des dizaines, sans doute, et même plus. Et enfin, le système solaire combiné, là, donc, on aura à la fois les capteurs solaires qui vont venir produire l'eau chaude, l'appoint qui va venir produire cette eau chaude dans un même ballon ou dans des ballons différents. Et derrière, on va aller alimenter à la fois l'eau chaude et à la fois les radiateurs. Les radiateurs, c'est les petits rectangles qu'on voit en bout de circuit. Donc voilà, deux usages, eau chaude plus chauffage, ça peut être intéressant. Mais en dimensionnement, c'est assez technique, même très technique, puisqu'il y a une grosse disparité entre les besoins entre le chauffage et l'eau chaude. Sur un profil journalier, c'est l'inverse. Le chauffage, c'est assez lisse sur la journée, alors que l'eau chaude, c'est ponctuel avec des...
et les températures ne sont pas les mêmes. Sur l'eau chaude sanitaire, on va avoir des températures assez hautes, là où au niveau du chauffage, souvent, on est sur des températures plus basses. Donc, clairement, il y a tout un enjeu de dimensionnement qu'il faut vraiment étudier en détail. Et donc, la performance d'une installation, quel que soit le système qu'on retient, elle va dépendre d'un bon ensoleillement. Du coup, l'orientation et l'inclinaison des panneaux va être primordiale. Il faut essayer de trouver l'orientation et l'inclinaison optimale par rapport à votre profil. En fonction de l'inclinaison, on va avoir plutôt une production lissée sur l'année ou qui sera plus estivale que hivernale. Donc, c'est important de trouver ces orientations et inclinaisons optimales. Et ensuite, ce qui est le plus important, j'allais dire, c'est le dimensionnement. C'est ce qui fait qu'il y a des installations aujourd'hui qui fonctionnent mal. C'est parce que le dimensionnement n'a pas été bien fait. On peut en voir sur le territoire. Clairement, il va falloir dimensionner le volume de stockage. Ça, donc, c'est le ballon de stockage solaire. Il va falloir le dimensionner en fonction du besoin journalier, de la consommation journalière en eau chaude. À partir de là, on va dimensionner la surface de capteur. Là, je vous ai mis un petit ratio qui est souvent pris, mais bon, bien sûr, on va plus loin dans le dimensionnement, mais il faut compter à peu près 1 mètre carré pour 40 à 60 litres de stockage solaire. Il va falloir bien sûr dimensionner l'échangeur dans le cadre d'un système combiné ou d'un chauffe-eau collectif. On va essayer d'avoir un taux de couverture de 40 à 60%. Le taux de couverture, c'est ce que représente l'énergie issue du solaire thermique par rapport à votre besoin général. Donc, on va essayer de couvrir une bonne partie de nos besoins avec ce solaire thermique. Et enfin, il y a le taux d'économie d'énergie qui est important, c'est combien d'économie d'énergie vous faites sur votre appoint. Donc, clairement, c'est très technique et c'est primordial de s'entourer de compétences et donc de bureaux d'études et installateurs qualifiés. En l'occurrence, la qualification, elle s'appelle RGE Calisol. Mais on y reviendra parce que c'est étroitement lié aux aides. Les aides aussi sont conditionnées à cette qualification, on va le voir. Les aides financières qu'il peut y avoir pour un tel projet, elles vont intervenir à différentes étapes. Donc, c'est important de connaître toutes les étapes d'un projet. La première, c'est l'étude d'opportunité. On va faire un prédimensionnement, une préétude technico-économique de votre projet pour voir en fait l'intérêt ou non financier d'aller vers une telle solution. À partir de là, il est extrêmement recommandé de consulter un bureau d'études pour faire une étude de faisabilité. Je vous ai noté, attention, les demandes de subvention doivent toujours être faites avant de signer le devis ou du moins avant d'engager toute dépense. Et donc, la consultation, enfin, les demandes de subvention doivent intervenir de suite après la consultation des bureaux d'études. Une fois qu'on a la demande de subvention complète pour l'étude de faisabilité, on peut sélectionner le bureau d'études. Il nous fait l'étude de faisabilité et il va nous faire une conception de l'installation. Après cette étape, vous pouvez consulter des entreprises. On vous encourage autant que possible à consulter des entreprises locales. Sur le territoire, on en a un bon nombre qui sont qualifiées RGE, ces entreprises de qualité, et qui savent faire les installations. Donc, vous pouvez les consulter. Vous verrez en fin de présentation, vous avez toute une liste de liens vers des sites Internet. Et il y a notamment le lien vers l'annuaire RGE pour les entreprises qui font du solaire thermique. La demande de subvention pour l'investissement, ensuite, elle doit aussi intervenir avant de sélectionner l'entreprise et donc l'installateur. C'est toujours pareil, c'est exactement la même chose que pour l'étude de faisabilité. Et une fois que vous avez fait la demande de subvention, vous pouvez sélectionner l'entreprise, réaliser l'installation, la mettre en service et bien sûr, durant l'exploitation de la centrale solaire thermique, il va être très important d'assurer un suivi de tout ça, combien produisent mes panneaux solaires thermiques, combien ça me fait économiser. C'est quand même hyper important pour assurer, déjà pour connaître son installation et surtout pour envisager aussi des maintenances quand c'est nécessaire. Donc, pour les aides, elles sont différentes à chaque étape. Donc, d'abord, la première étape, comme on l'a dit, c'est l'étude d'opportunité. Et vous avez des interlocuteurs sur le territoire qui vont pouvoir vous accompagner, vous donner des conseils et même aller jusqu'à cette fameuse étude d'opportunité. C'est un accompagnement qui est gratuit,
Vous pouvez donc solliciter moi-même au Parc des Rancos, mais vous avez également à l'échelle du département l'association Caloé avec Stéphanie Cazor qui est animatrice chaleur renouvelable et la CCI avec Élodie Neyral qui peut vous conseiller sur ces projets. Donc, vous avez différents interlocuteurs. Vous pouvez aller vers les uns et les autres en fonction de votre localisation. Nous, par exemple, sur le parc, n'hésitez pas à venir vers vous. Et en fait, on travaille tous les trois en étroite collaboration et donc on se distribue les dossiers en fonction de la localisation et parfois, souvent même, de la charge de travail qu'on a. Ensuite, l'étape d'après qui peut être financée, c'est l'étude de faisabilité. Donc, il y a deux modalités. Soit d'un côté, la région Occitanie, il y a l'aide régionale aux études de faisabilité de projets d'efficacité énergétique ou d'énergie renouvelable. Le coût de l'étude est finançable jusqu'à 50%. Ou bien il y a l'aide de l'ADEME Occitanie, qui s'appelle le financement d'une étude de faisabilité d'installation solaire thermique, où là, on va être jusqu'à 70% du coût de l'étude pour les TPE notamment. Que ce soit l'une ou l'autre, il faudra solliciter un bureau d'études qui sera qualifié RGE. Alors, la qualif, c'est 20.14, études solaires thermiques. Voilà, ça, c'est primordial pour avoir les financements. Souvent, ce qu'il y a, c'est qu'entre ces deux aides, il y a une articulation qui est faite, puisque l'ADEME Occitanie et la région Occitanie sont quand même en étroite collaboration. Il y a une articulation entre les deux, c'est soit l'un en entier, soit les deux. Voilà. Mais ça, c'est un mécanisme qui est fait en interne chez eux. Pour ce qui est de l'investissement, à présent, il y a de belles aides sur l'investissement, et notamment via le Fonds Chaleur, qui est piloté par l'ADEME Occitanie et la région Occitanie. Pour les entreprises, ça peut aller jusqu'à 65% du coût de l'investissement. Le montant maximum d'aide publique il va dépendre du statut de l'entreprise, si c'est un TPE, un PME ou un industriel. Donc, c'est à voir au cas par cas, on ne peut pas vous citer chaque exemple, mais clairement, c'est des projets qui sont très bien financés. Et toujours pareil, c'est conditionné au fait d'avoir recours à une entreprise qui est qualifiée RGE Calisol. Vous pourrez voir dans un lien en fin de présentation, il y a un lien vers la plateforme Agir qui explique les conditions d'éligibilité pour ce fonds chaleur, donc vous pourrez aller consulter ça. Et sur le territoire, il faut savoir qu'on a un contrat territorial qui est en place entre le SIEDA et l'ADEME. Le SIEDA, c'est le syndicat d'énergie de l'Aveyron. Et donc, on vous mettra les coordonnées de Léopold Fournier, qui s'occupe en fait du financement de tous ces projets de chaleur renouvelable, que ce soit sur le bois énergie, le solaire thermique ou la géothermie. Est-ce qu'à ce stade, peut-être, il y a des questions avant de passer au retour à quelques retours d'expérience? Si vous avez des questions, vu vous n'êtes pas trop nombreux, vous pouvez éventuellement prendre la parole et ouvrir votre micro. Vous pouvez aussi les écrire sur la discussion. Sinon, quoi qu'il arrive, à la fin, on fera un temps d'échange. Ça peut être intéressant aussi d'avoir les retours d'expérience avant. Il y a une question dans le chat, je pense. Vous pouvez ouvrir le micro si vous préférez. Ou la noter. Il y a juste écrit bonjour. Bon, du coup, sans question à ce stade, au pire, écrivez-les, on y revient tout à l'heure. Donc, je vais vous présenter quelques retours d'expérience. Là, dans un premier temps, les actions du parc des Rancos. Alors, j'ai laissé du photovoltaïque, désolé, mais on est bien sur le solaire thermique. Donc, pour rappel, le territoire du parc, c'est 93 communes du sud d'Aveyron. On est un territoire qui est fortement consommateur et déjà assez fortement producteur en énergie renouvelable, en grande partie grâce au barrage hydraulique. Et il y a une politique au sein du parc des Rancos, une politique énergétique très ambitieuse qui a été votée dans différents documents, que ce soit le PCET, le plan climat, air, énergie, territoire, ou bien la charte du parc ou le schéma de cohérence du territoire. Tous ces documents définissent la stratégie à 2050 qui est de réduire de moitié les consommations du territoire et de tripler la production d'énergie renouvelable. Le but étant de devenir un territoire contributeur en énergie renouvelable. Et le point d'équilibre, celui à partir duquel le territoire produira plus d'énergie que ce qu'il en consomme, devrait arriver au cours de l'année 2023, on estime.
Et donc, dans ces documents, sur la partie production d'énergie renouvelable, on s'est fixé différents objectifs en fonction des filières à l'échelle 2030 et à l'horizon 2050. Et donc, ça va sur chacune des filières, que ce soit le bois énergie, la méthanisation, le solaire thermique dont on parle, le solaire photovoltaïque, l'éolien et l'hydraulique. Pour mettre à bien cette stratégie énergétique, on a une équipe de 6 personnes au service énergie du parc. Avec moi-même, on a un chargé d'affaires qui s'occupe de projets bois énergie. On a une conseillère en énergie pour les bâtiments publics, une conseillère en énergie pour les bâtiments de santé, et on a le guichet unique, c'est 2 conseillers en énergie pour les particuliers qui les accompagnent sur leurs projets de rénovation énergétique. Ça nous permet ainsi d'accompagner tous les acteurs du territoire, qu'ils soient publics, privés ou particuliers, et sur les différents sujets, sur la rénovation énergétique, l'éclairage public et les énergies renouvelables. Pour faire un zoom des objectifs en termes de solaire thermique, en 2017, le constat était de 3 gigawattheures de production annuelle. C'est une filière qui a un peu plus de mal que les autres à se développer. C'est lié surtout à l'investissement qui est quand même relativement coûteux et qui n'a pas toujours eu les aides derrière. Aujourd'hui, il y a des aides, donc on pense que ça peut booster la filière. Mais clairement, sur le territoire du parc, en 2030, on a un objectif de 15 gigawattheures, donc multiplié par 5 la production. Il ne va pas falloir traîner et on espère que des réunions comme ça puissent encore mettre un coup de boost à cette filière. Donc, comme je l'ai dit, au sein du parc, mais aussi l'association Callaway en partenariat, on peut vous accompagner sur l'étude d'opportunité. Là, je vous ai mis un extrait de ce à quoi ça ressemble. L'étude d'opportunité, c'est un prédimensionnement de l'installation, une préétude technico-économique avec combien ça va vous coûter, combien ça va vous rapporter, combien vous allez faire d'économies, et une estimation des aides que vous allez avoir en fonction de votre profil. Ça permet quand même de comparer plusieurs scénarios. On va pouvoir faire comparer la solution solaire thermique avec la solution basique qui serait de mettre du gaz ou une pompe à chaleur, et même on va pouvoir le comparer à des projets bois énergie. Ensuite, là aussi, c'est quand même assez plaisant pour une entreprise, c'est qu'on va pouvoir vous accompagner sur toutes les étapes et notamment sur les demandes de subvention, que ce soit pour l'étude de faisabilité ou l'investissement. Et on vous accompagnera aussi pour trouver des prestataires de bureaux d'études ou d'entreprises qualifiées. À présent, des retours d'expérience qui vont peut-être vous parler, et notamment sur des entreprises. Alors là, on n'est pas sur une entreprise, mais j'ai pris ce qui se rapproche le plus des campings. C'est la piscine municipale de Nantes, où la piscine municipale est ouverte seulement l'été. Donc, une activité estivale sur quelques mois, à peine 2 mois, je crois, qu'elle est ouverte. Et donc, ils ont des besoins en eau chaude sanitaire liés au chauffage de la piscine et aux douches. Et donc, il y avait 31 MWh de besoins annuels. Ce qui a été fait, c'est qu'ils ont installé 50 mètres carrés de capteurs. Ils les ont installés sur des châssis au sol, en bordure de la piscine, avec un système, enfin un ballon de stockage de 2500 litres. Vous avez le schéma de principe hydraulique sur votre droite. Et l'installation solaire thermique permet de couvrir 35% des besoins. Et l'appoint est électrique, c'est une résistance électrique qui chauffe l'eau. L'investissement que ça représente, c'était à peu près 40 000 euros, un peu moins, 39 200 euros d'investissement TTC. Et le temps de retour avec les économies était estimé à 13 ans. Clairement, alors là, on parle sans aide, c'est-à-dire que les 39 188 euros, c'était sans aide. Et le temps de retour est quand même étroitement lié à l'inflation du prix de l'énergie. C'est-à-dire que de base, ils avaient un système 100% électrique qui chauffait l'eau. On l'a vu, il y a eu une forte augmentation et encore plus pour les communes du prix de l'électricité. Et donc, quand on prend les études qui avaient été faites en 2019 ou en 2018 sur cette installation, on a des temps de retour de 13 ans, mais le tarif qui était annoncé, le tarif moyen sur 20 ans qui est annoncé, on l'a déjà atteint aujourd'hui. Donc, clairement, c'est une installation qui va être beaucoup plus rentable que ça et elle le sera dans le temps. Et c'est ce qu'offrent les solutions de chaleur renouvelable telles que le bois énergie et surtout le solaire thermique. C'est qu'on investit certes beaucoup au départ, beaucoup plus que pour une solution gaz ou autre,
Mais derrière, cette installation, elle ne va rien nous coûter, ou du moins très peu, sur la durée. Ça implique une forte stabilité de cette énergie et une dépendance énergétique fortement réduite. Et là, un exemple qui est plus industriel, c'est sur des salaisons. Donc, toujours pareil, c'est sur le territoire. Le principe était de couvrir les besoins en eau chaude sanitaire du process industriel, avec des forts besoins de 126 MWh par an. Vous avez le schéma hydraulique qui est un peu plus complexe du coup ici, puisqu'on a un appoint hydrogaz. Il y a 54 mètres carrés de capteurs qui ont été installés en toiture, ce coup-ci en surimposition, avec un stockage de 2 fois 2500 litres. Ces panneaux solaires thermiques permettent de couvrir 25%, donc le taux de couverture solaire est de 25%, et le reste, c'est avec de l'hydrogaz. L'installation totale, alors là, on prend en compte donc les panneaux solaires thermiques, plus l'appoint en hydrogaz, ça coûte environ 65 700 € TTC sans aide à nouveau, et les économies sont estimées à 4 500 € par an. Donc clairement, si on prend en compte des aides de 50% sur ce genre de projet, ça fait des projets rentables très rapidement et surtout qui derrière offrent une stabilité du prix de l'énergie pour l'entreprise. Vous avez ici tous les liens utiles pour vos projets. Vous avez le premier lien, c'est sur un site qui explique et qui peut vous donner des clés sur le solaire thermique collectif. Mais surtout, ce qui va vous intéresser, c'est ce dont on a parlé sur les aides. Vous avez l'aide régionale ici, l'aide de l'ADEME, l'aide sur l'étude de faisabilité, vous l'avez aussi, l'annuaire des entreprises RGE, et enfin, l'aide pour l'investissement, où ça vous envoie directement sur la plateforme Agir de l'ADEME. Voilà, j'en ai fini pour ma part. On peut peut-être maintenant, s'il y a des questions, vous pouvez les poser tout de suite. N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour discuter. Même si vous voulez mettre votre caméra, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est faisable.